Bonjour, père. Phils, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui prend une mauvaise direction. Toutes nos institutions sociales sont infectées par une idéologie dangereuse. Sans riposte, les dégâts pour la société pourraient être irréversibles. Alors, avant de mourir, je veux que vous fassiez quelque chose en mon nom, s'il vous plaît. Père, je vous écoute. Que voulez-vous que je fasse? Avant mon opération du cœur, j'ai écrit une lettre vraiment spéciale pour toi. Quand le moment viendra, s'il te plaît, agis. Mes derniers mots pour toi sont « c'est quelque chose sur lequel tu dois te concentrer ». Papa? Je vais te demander une fois de plus. Appeler au génocide des Juifs enfreint-il les règles de harcèlement et d'intimidation de Harvard? Oui ou non, cela ne dépend pas du contexte. La réponse est oui, et c'est pourquoi vous devriez démissionner. Ce sont des réponses inacceptables sur toute la ligne. Le moment est venu. Né à New York le 11 mai 1966, Bill Ackman a grandi dans une famille privilégiée où l'excellence et la réussite financière sont la norme. Son grand-père Herman fonde une entreprise immobilière prospère dans les années 1920 et devient le premier Ackman millionnaire. Des années plus tard, le père de Bill, Lawrence David Ackman, réussit à poursuivre l'œuvre d'Herman et élève l'entreprise familiale. Malgré leur immense succès, pour Herman comme pour Lawrence, la richesse ne se résume pas à l'argent. Il s'agit de développer un état d'esprit riche et une volonté inébranlable de devenir la meilleure version possible de soi-même. Ces valeurs finissent par se transmettre à la génération suivante. Et alors que Bill grandit, il apprend l'importance de toujours montrer l'exemple, de continuer à apprendre et de ne jamais abandonner. Peu importe le problème, même si tu peux rêver de naître dans une famille riche, ce n'est pas toujours un avantage. De la Manche à la Manche est un dicton courant. En ce qui concerne le transfert de richesse intergénérationnelle, la première génération crée la richesse, la deuxième la gère, et la troisième la consomme. Dès l'enfance, Bill répond déjà aux attentes liées à la famille Ackman. Adolescent, il crée son entreprise de lavage de voitures et réalise ses premiers bénéfices. Non seulement Bill comprend parfaitement l'argent et l'entrepreneuriat, mais il affiche aussi des traits de personnalité qui le distingueront de tous les autres gens ordinaires. Il cherche à avoir la liberté de faire ce qu'il veut de sa vie. Le principal moteur, c'était l'indépendance. Je voulais pouvoir m'exprimer librement, vivre ma vie, et ça m'a motivé à réussir. Je pense que le succès implique une responsabilité. Si je remarque un problème dans la société, je veux agir. Les qualités innées et le parcours de Bill ont posé les bases de la grande controverse qu'il va affronter contre Harvard et l'idéologie de gauche. À partir d'octobre 2023, mais bien avant de devenir un ennemi de Harvard et une figure controversée, Bill Ackman était en réalité lui-même étudiant à Harvard et avait une inclination de gauche en politique. Il était une personne complètement différente de celle qu'il est aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui a bien pu se passer dans la vie de Bill Ackman pour qu'il change aussi radicalement? Je ne veux plus être associé à la gauche ou au Parti démocrate actuel. J'étais démocrate à l'époque de Bill Clinton. Et ce en quoi le parti s'est transformé, ce n'est pas quelque chose avec lequel je veux avoir affaire. Après son diplôme de fin d'études secondaires en 1984 et un score presque parfait au Scholastic Assessment Test, Ackman intègre Harvard en sciences sociales. Après 3 ans, il obtient son diplôme avec mention et décide de poursuivre ses études à Harvard. Il poursuit un Master of Business Administration et débute officiellement son ascension vers le sommet de la finance. Comme prévu, Bill excelle et décroche son diplôme en tête de sa promotion en 1992 à seulement 26 ans.
Pour Laurence, son fils paraît idéal pour reprendre l'entreprise familiale. Bill est maintenant la fierté de la famille Ackman, mais il ne partage pas la vision de son père. Bill a quelque chose de différent en tête. Il veut créer son propre empire commercial et ne pas simplement valoir quelques millions dérisoires. Il vise les milliards. Il y a aussi cet élément d'excitation quand on s'écarte du chemin traditionnel. De nombreux amis ayant débuté dans les hedge funds, le capital investissement, la banque d'investissement ou le conseil ne sont toujours pas épanouis dans leur carrière. Et ils pensent encore, parfois ils rêvent, de tenter ce coup de poker et de faire quelque chose de différent. Cependant, Bill doit désormais affronter un problème semblable à celui des hommes de sa génération perdus dans la vingtaine. Il ne sait pas exactement quoi faire de sa vie. Il est passionné par l'argent et les affaires, mais il ne sait pas dans quel domaine se lancer. Durant ces mois difficiles, un événement inattendu survient. Grâce à ses relations familiales, Bill parvient à rencontrer le meilleur investisseur de l'histoire de l'Amérique, Warren Buffett. En passant du temps avec lui et en apprenant de sa sagesse, Bill devient un fervent partisan de la façon de penser de Buffett. Cette expérience l'amène à trouver sa véritable vocation dans la vie. Il veut maintenant lancer son fonds d'investissement et devenir le prochain Warren Buffett. À l'image du patron de Tiger Management, Julian Robertson, qui a inspiré de nombreux grands noms des fonds spéculatifs d'aujourd'hui, comme Philippe Lafond et sa gestion coûtue. Warren Buffett a inspiré de nombreux membres de l'élite milliardaire d'aujourd'hui, comme Lilou, Seth Klarman et bien d'autres, comme Bill Ackman. Laurence n'est pas satisfait et estime que Bill devrait travailler et développer l'entreprise familiale. Mais la tentative de convaincre son fils est vaine. Bill est déterminé à réaliser son nouveau rêve. En fait, mon père qui est ici, il est venu avec nous. C'est papa là-bas dans le coin. Vous pourrez lui poser toutes vos questions après. Il m'a dit que lancer un fonds d'investissement juste après l'école de commerce était vraiment une idée stupide. Donc plus tard, pendant son année de diplôme, il décide de lancer son propre fonds d'investissement avec un collègue de Harvard, David Berkowitz. Il l'appelle Gotham Partners. En 2000, après plusieurs investissements réussis, Gotham Partners gère 568 millions de dollars d'actifs sous gestion. En moins d'une décennie, Bill est enfin devenu la personne qu'il voulait être lorsqu'il était enfant. Il est devenu riche grâce à ses efforts et il a maintenant la liberté de faire ce qu'il veut de sa vie. Malgré toute cette richesse, Bill découvre quelque chose de plus précieux. Une vraie passion pour l'activisme en investissement. Les investisseurs activistes utilisent leur participation pour exercer une pression sur la direction d'une entreprise. Il existe de nombreuses options pour y parvenir, mais certaines impliquent des choses comme des batailles de procuration ou des négociations avec la direction. Ou, croyez-le ou non, le bon vieux sans posting. Peu de temps après avoir atteint son apogée, Gotham Partners commence à recevoir divers procès intentés par d'autres entreprises en raison de ses stratégies d'investissement controversées. C'est à ce moment-là que Bill Ackman fait face à son premier revers majeur dans sa carrière professionnelle. MBIA, une société d'assurance obligataire, poursuit Gotham Partners pour diffusion présumée de fausses informations visant à manipuler le marché. Bill avait vendu l'entreprise à découvert et affirmé publiquement qu'elle était surévaluée et son modèle en danger. Après de longs allers-retours, Bill perd cette intense bataille juridique et provoque la dissolution de Gotham Partners en 2002. Pour les gestionnaires de fonds bêta, la chute de leur premier fonds signifie souvent qu'ils ne pourront plus jamais lever de capitaux. Pourtant, pour Bill, qui est d'une autre trempe, le scénario est différent. Il considère la chute de son fonds comme une occasion de montrer au monde de quoi il est capable. Ackman réagit vite et après 2 ans à étudier ses erreurs et à ajuster sa stratégie, il lance un nouveau fonds spéculatif en 2004. Aujourd'hui, son nom est synonyme de prestige et enthousiasme chaque diplômé en Master of Business Administration, Pershing Square Capital. La mission de Bill reste la même, devenir le prochain Warren Buffett et un jour devenir milliardaire. Comme il l'a toujours souhaité. Le lancement de Pershing Square a permis à Ackman d'accéder à plus de richesses, de célébrités et de pouvoir dès le milieu des années 2000. Il suscite l'attention par ses investissements très médiatisés chez Wendy's, McDonald's et Target. De plus, en 2012, sa popularité explose grâce à sa position vendeuse d'1 milliard de dollars contre Herbalife et à sa bataille médiatique contre Carl Icahn, un autre investisseur milliardaire très influent. Ackman ment, d'accord. Ce n'est pas un homme honnête. Il abuse des petites gens et ne tient pas parole.
Après 9 ans à développer Pershing Square, Bill devient enfin milliardaire. Selon Forbes, sa fortune nette atteint 1,2 milliard pour la première fois en 2013. Surnommé Bébé Buffett par la communauté financière, il est aujourd'hui l'un des gestionnaires de fonds spéculatifs les plus avisés d'Amérique. Néanmoins, après une décennie supplémentaire d'ordre et de prospérité, la dualité de la vie rattrape Bill. Nous sommes maintenant en 2022 et Lawrence Sackman se retrouve extrêmement malade. Il souffre d'une maladie cardiaque très grave. Avant son diagnostic, Lawrence avait déjà survécu à un cancer du poumon et de la prostate. Donc ses chances de survie sont faibles. Lawrence lui-même a l'intuition que cette fois, il ne s'en sortira pas. Alors il commence à réfléchir profondément à l'héritage qu'il va laisser au monde. Il souhaite encore résoudre de nombreux problèmes, mais il n'a plus le temps alors que son état s'aggrave. Lawrence Sackman décide d'écrire une lettre à son fils, lui confiant son désir d'empêcher la propagation d'une idéologie dangereuse. Mon fils, nous sommes juifs et beaucoup de puissants nous sont hostiles pour cette raison. Pour eux, nous sommes des oppresseurs privilégiés. Tu dois utiliser ton pouvoir pour lutter contre l'antisémitisme et l'idéologie diversité, équité et inclusion. Je veux que mes derniers mots pour toi soient que tu dois te concentrer sur la résolution de ce problème. Lawrence Sackman décède le 31 mai 2022 et malgré sa mort, Bill continue de privilégier son désir de s'enrichir plutôt que de respecter la volonté de son père. Son rêve de devenir le prochain Warren Buffett reste plus fort que cela. Il se dit que l'antisémitisme n'est pas un problème aussi grave. Il ne le voit pas dans sa vie quotidienne, alors il pense que ce n'est pas un problème qui mérite son attention. Mon père me reprochait de ne pas assez lutter contre l'antisémitisme, un problème important selon lui. J'ai été très méprisant envers lui. Papa devait subir une opération du cœur et il était très inquiet à ce sujet parce que c'était une question de vie ou de mort. Il m'a écrit 3 lettres. L'une disait « Voici mes instructions si je meurs, service commémoratif, etc. » Voici ce que je veux que tu fasses avec ta mère. L'argent, la situation financière. La 3e était une longue lettre sur l'antisémitisme. Il a dit « Écoute Bill, je veux que mes derniers mots pour toi soient quelque chose sur lequel tu dois te concentrer. » Je n'ai rien fait, honnêtement. Puis le 7 octobre est arrivé. Mais seulement 18 mois après la mort de Lawrence, un événement imprévisible change tout. On craint maintenant que plus de 700 Israéliens soient morts après des attaques sans précédent menées par les militants du Hamas. Pour la première fois, la lettre de Lawrence a du sens pour Bill et prend une signification profonde. Il peut enfin comprendre ce qui inquiétait son père. En conséquence, la guerre avec Harvard est sur le point de commencer. Je n'arrive pas à croire que je dise ça, ni que notre pays doive le faire. Observer un phénomène similaire au négationnisme de l'Holocauste se développer en direct? Seulement un jour après que le Hamas ait envahi Israël, 34 associations étudiantes de Harvard publient une déclaration commune condamnant le pays juif et proclamant leur soutien à la Palestine. Bill juge ces affirmations inacceptables. Il ne peut pas comprendre ce qu'il lit. Une flamme s'allume dans son cœur et il a une forte intuition que quelque chose ne va pas. Il n'a pas tort. Un jour plus tard, une entité dirigeante à Harvard, composée de la présidente, Claudine Gay, et du conseil des élites, publie leur première lettre signée concernant le conflit. La réaction de la communauté du campus est extrêmement divisée. Les deux camps pensent que Claudine Gay prend le parti de l'ennemi. Pour Bill et la communauté juive, la déclaration n'a pas condamné le Hamas pour ses actions. D'un autre côté, les partisans de la Palestine pensent autrement. Ils interprètent la lettre comme si Harvard prenait parti pour Israël en raison de l'accent mis sur les morts israéliennes. Au milieu de toute cette controverse, la présidente de Harvard, Claudine Gay, publie une nouvelle lettre pour clarifier les choses. Le 10 octobre, elle déclare ce qui suit. Alors que les récents événements continuent de résonner, qu'il n'y ait aucun doute sur le fait que je condamne les atrocités terroristes perpétrées par le Hamas. Je précise que nos étudiants s'expriment en leur nom, mais aucun groupe ne représente officiellement Harvard ou sa direction. Nous serons tous mieux servis en ces temps difficiles par une rhétorique qui vise à éclairer et non à enflammer. Le campus de Harvard reste confus. La lettre demeure trop ambiguë et il n'y a aucune information de valeur.
Bill estime qu'Harvard manque de clarté et devrait davantage soutenir la communauté juive. Les paroles ne suffisent pas. En conséquence, la présidente Gay reçoit beaucoup de critiques et subit maintenant la pression du conseil d'administration pour publier une déclaration plus claire concernant la situation. À mesure que la guerre Hamas-Israël s'intensifie, le problème à Harvard franchit une nouvelle étape. Les manifestations pro-palestiniennes se multiplient sur le campus. Ces manifestations sont passées d'assez bénignes à des activités antisémites sur le campus. Des étudiants juifs étaient attaqués sans réaction de l'université. Aucune sanction n'a été prise pour des comportements violents, tels que des centaines d'étudiants appelant au génocide des juifs et à l'intimidation. Selon Bill, ces activités ont sapé le code de conduite à Harvard et méritaient une sanction conformément à leur propre règlement. Bill a un argument solide. Il a comparé la réaction de Harvard à cet incident à celle lors de la mort de George Floyd. Et le mouvement Black Lives Matter était à son apogée à ce moment-là. Toute attitude laissant entendre un parti pris contre le mouvement Black Lives Matter à Harvard était strictement condamnée par l'université, avec soit une sanction, soit une suspension. En conséquence, il y a plus de divisions. Certaines personnes soutiennent Harvard, mais beaucoup ne sont pas d'accord. D'éminents magnats de la finance passent à l'action. Le milliardaire des fonds spéculatifs et ancien élève de Harvard, Ken Griffin, a alors provoqué un tollé en déclarant qu'il n'embaucherait aucun étudiant ayant signé cette déclaration. Mais si tu signes cette lettre, non, je ne vais pas t'embaucher. Je n'y suis pas obligé. Bill est furieux. Il ne comprend pas comment Harvard gère si mal la situation. Il est pris à des affaires et de l'argent à gérer, mais son cœur lui dit d'user de son pouvoir pour réagir. Bill se rend lui-même sur le campus de Harvard pour discuter du sujet avec les étudiants juifs. Ils disent un peu tous la même chose. L'institution ne punit aucune forme d'activité antisémite. La situation empire de jour en jour. Pour Bill, c'est comme si Harvard n'était plus que l'ombre de ce qu'elle était lorsqu'il était étudiant. En raison du manque de leadership et de gouvernance à Harvard, Bill envoie une lettre personnelle au président et au conseil d'administration de Harvard. Il explique que les choses vont dans la mauvaise direction et qu'il a quelques idées pour résoudre les problèmes actuels. Nous sommes le 4 novembre et Bill n'a rien accompli. Il en a assez d'attendre et étant têtu comme il l'est, il décide de porter tout cela sur la place publique. Bill écrit une nouvelle lettre, mais cette fois, il la publie aussi sur X pour que tout le monde la voie. Il fait partie de la nouvelle vague de milliardaires qui prennent directement le contrôle du récit médiatique en créant leur propre réseau de diffusion. Comme les gars de l'Olympot ou bien sûr Elon Musk, la lettre critique Harvard pour leur absence de sanctions contre les actes antisémites motivés par la haine. Il reproche aussi à Harvard leur absence de leadership et de responsabilité. Dans sa lettre, Bill insiste sur l'importance pour Harvard d'encourager le débat ouvert et la diversité des opinions, plutôt que de censurer celles opposées à la majorité. Harvard reste silencieuse, mais le monde a enfin entendu la voix de Bill Ackman. L'indignation croissante sur les réseaux sociaux met en avant l'histoire de Bill. Grâce à lui, les présidentes de Harvard, du Massachusetts Institute of Technology et de l'Université de Pennsylvanie sont convoquées au Congrès par la députée Elise Stefanik. Elizabeth Magel, Sally Kornblach et Claudine Gay font toutes l'objet d'une enquête pour discrimination antisémite sur leurs campus respectifs. Elles sont dans de beaux draps. Le jour de l'audition au Congrès, les présidentes de certaines des institutions éducatives les plus renommées et puissantes au monde affichent une attitude condescendante envers le membre du Congrès. Elles sourient d'un air suffisant, donnent des réponses bâclées, s'en fichent et adoptent un langage corporel arrogant. Elles montrent tout un profond manque de respect. Mais il y a un moment lors de l'audition qui a révélé l'agenda caché que toutes ces institutions éducatives partagent. Et Dr Gay, appelé au génocide des Juifs, viole-t-il les règles de Harvard sur l'intimidation et le harcèlement? Oui ou non? Cela dépend du contexte. Cela peut être antisémite ou, si les propos mènent à des actes, devenir du harcèlement. Bill Ackman est furieux de cette réponse et la partage immédiatement avec ses millions d'abonnés sur X. Il n'en revient pas de ce qu'il vient d'entendre. Le tweet devient viral et fait la une des journaux, atteignant la somme incroyable de 100 millions de vues en 24 heures. Enfin, le monde prend conscience des défauts et des comportements inacceptables de ses dirigeants.
Si vous y réfléchissez, ces 3 femmes représentent toutes des établissements d'enseignement différents. Et pourtant, elles ont toutes les mêmes réponses et attitudes face à l'antisémitisme. Vous pourriez vous demander pourquoi c'est le cas. La vérité, c'est que le cadre de toutes ces universités est ancré dans la même idéologie de gauche. Diversité, équité et inclusion. Diversité, équité et inclusion. Soyons honnêtes, l'éducation universitaire n'est plus ce qu'elle était. Mais aussi, waouh, le montage vidéo et la narration dans cette vidéo, c'est impeccable. Merci mec, merci. Quand Bill a parlé avec ses alliés et les étudiants juifs à Harvard, ils lui ont tous dit la même chose. La raison pour laquelle Harvard ne punit pas l'antisémitisme sur le campus, c'est parce que l'institution utilise l'idéologie diversité, équité et inclusion comme cadre pour l'éducation. C'est à ce moment-là que je suis allé sur le campus et que j'ai commencé à parler avec le corps enseignant. Et c'est là que j'ai commencé à entendre parler. En fait, Bill, c'est cette idéologie, diversité, équité et inclusion. Maintenant, cette chaîne essaie généralement d'éviter la politique, n'est-ce pas? Avant tout, nous sommes des capitalistes. Mais je pense que ce dont nous allons parler dans le segment suivant va toucher votre vie si vous essayez de construire une carrière ambitieuse. La société semble plus divisée que jamais. Je pense qu'il est important que vous connaissiez l'histoire derrière l'idéologie diversité, équité et inclusion, afin de vous faire votre propre opinion avant que nous n'approfondissions les implications du diversité, équité et inclusion. Nous devons comprendre que le monde a toujours été partagé entre idéologies de droite et de gauche. Ces 2 groupes pensent que le monde irait mieux si la société adoptait leur façon de penser. Les intellectuels de droite croient en la liberté individuelle, la préservation des valeurs traditionnelles et un rôle limité du gouvernement dans la gestion du pays. Au contraire, les intellectuels de gauche cherchent soi-disant l'implication du gouvernement et un monde sans inégalité. Cela dit, c'est ici que l'homme politique conservateur Christophe Rufo entre en scène. Il a consacré sa vie à découvrir la vérité sur l'agenda de la gauche et ses objectifs. Rufo pense que la gauche ne défend plus ce qu'elle défendait autrefois. Il veut changer durablement la société. Voilà comment s'est déroulée ma formation politique. J'ai fait mes études de premier cycle à Georgetown en voulant m'engager en politique de gauche. La première chose qui m'a désillusionné, c'est de découvrir que la politique de gauche aux États-Unis n'est pas faite pour l'homme du peuple. Il ne s'agit pas d'élever les opprimés, mais de maintenir leur propre statut et leur prestige au sein des institutions. C'est une vision façon McKinsey, mais avec une façade de gauche. C'est l'étudiant de Harvard qui porte le keffieh palestinien, puis qui, vous savez, devient banquier d'investissement. Et pour moi, c'était tellement faux. C'était un mouvement politique profondément faux et vide, dirigé par les fils et filles des élites américaines pour leurs propres bénéfices. Tout commence en 1968, lorsque des intellectuels marxistes d'extrême gauche sont confrontés à un dilemme. Ils veulent abolir les classes en faisant renverser le capitalisme par un prolétariat issu de la classe moyenne. Ils souhaitent une société où tout appartient à l'État et est contrôlé par le gouvernement. Cependant, après la Seconde Guerre mondiale, il y a un consensus général sur le fait que cette idée a échoué aussi bien dans les parties orientales qu'occidentales du monde. En Union soviétique, le marxisme a dérivé vers la tyrannie bureaucratique, les goulags et une répression extrême. En Amérique et en Europe, la classe ouvrière ne veut pas de révolution. Ils sont satisfaits de leur niveau de vie et ne cherchent pas à renverser le capitalisme, contrairement aux prévisions de la gauche. La classe ouvrière dans laquelle Karl Marx avait placé tous ses espoirs. En tant que prolétariat révolutionnaire, elle s'était en fait transformée culturellement, devenant non seulement non révolutionnaire, mais même anti-révolutionnaire. Les classes moyennes et ouvrières américaines étaient majoritairement satisfaites de la rapide hausse du niveau de vie, avec un niveau de confort matériel qui était jusque-là inconnu dans toute l'histoire de l'humanité pour le citoyen ordinaire. Au lieu d'abandonner le marxisme, les intellectuels de gauche commencent à développer une structure alternative pour mettre en œuvre leur idéologie révolutionnaire. Alors qu'Hitler prend le contrôle de l'Europe, un philosophe allemand nommé Herbert Marcuse émigre aux États-Unis pour mettre en œuvre sa théorie critique nouvellement conçue. La théorie critique visait à exposer, saper et démystifier les institutions sociales existantes, pour ensuite les transformer afin de libérer totalement la société.
Et donc, ces théories critiques, et plus particulièrement celles issues de Herbert Marcuse, sont réellement devenues la philosophie dominante de l'idéologie et de la politique de gauche de cette époque. Marcuse cherche à infiltrer écoles, universités, entreprises et gouvernements pour diffuser son idéologie de gauche. Il croit qu'en agissant ainsi, il changera la vision du monde de la société pour qu'elle favorise la justice sociale et l'égalité. Même si cela prend des décennies, il pense que c'est la meilleure façon de sauver le monde du capitalisme. Au fil des années, la théorie critique de Marcuse évolue pour devenir l'un des cadres sociaux les plus populaires de l'époque moderne. La théorie critique de la race. La théorie critique de la race affirme que les États-Unis sont fondamentalement racistes et que toutes ces institutions, de la Constitution à la loi, en passant par la famille nucléaire, les institutions sociales, les usages et les mœurs, prêchent les valeurs de liberté et d'égalité. Mais ce ne sont que des écrans de fumée pour une domination raciale à peine voilée. Fait surprenant, cette idéologie a été lancée par Derek Bell, professeur de droit noir à Harvard. Derek Bell, premier professeur de droit noir à temps plein à Harvard à la fin des années 1960, est le parrain de la théorie critique de la race. Bell est une personne fascinante qui a initié la théorie critique de la race. C'est une idéologie d'un cynisme extrême, une philosophie négative fondée sur la négation, et il a formé un réseau de jeunes étudiants. C'était une figure très charismatique, il a écrit une série de livres, en quelque sorte des livres allégoriques. Il parlait du fait que le racisme était la caractéristique permanente, indestructible et écrasante des États-Unis. En obtenant beaucoup de soutien de la part des groupes marginalisés en Amérique, la théorie critique de la race a rapidement commencé à se répandre dans le milieu universitaire, l'éducation de la maternelle à la terminale, le gouvernement fédéral et les entreprises du Fortune 500. Depuis 1 an et demi, j'ai enquêté sur la théorie critique de la race dans le gouvernement fédéral, un tiers des 100 plus grandes entreprises américaines, ainsi que dans les écoles de la maternelle à la terminale qui éduquent des millions d'enfants américains. Et il semble que cette marche à travers les institutions, qui a été proposée pour la première fois en 1968, ait atteint une position de domination telle qu'ils l'avaient décrite dans leurs espoirs et leurs ambitions. Débutant en 68, poursuivant jusqu'en 1987 et atteignant aujourd'hui une quasi-hégémonie ou domination intellectuelle dans les institutions actuelles. Aussi grave que cela paraisse, ce n'était qu'un début. Selon Refo, nous faisons face aujourd'hui à un problème plus important. Nous avons maintenant un nouveau problème. Les bureaucraties de la vie américaine ont été idéologisées. Elles ont été capturées puis imprégnées de la théorie critique de la race, euphémisée en diversité, équité et inclusion. Nous voyons cela partout. Nous le voyons dans le gouvernement, nous le voyons dans les universités, nous le voyons dans les écoles de la maternelle à la terminale. On observe cela aussi dans le privé. Désormais, les 100 plus grandes entreprises américaines adhèrent à l'idéologie de la diversité, de l'équité et de l'inclusion. Et cela devient encore pire. Pour Bill Ackman, ce qui l'inquiète le plus, c'est que l'idéologie diversité, équité et inclusion promeut le schéma oppresseur contre opprimé. C'est un schéma qui est actuellement enseigné comme la colonne vertébrale de l'éducation à Harvard, et qui a été initialement formulé par Karl Marx comme une critique du capitalisme et de la lutte des classes moyennes. Ils m'ont parlé de ce schéma oppresseur-opprimé, qui est effectivement enseigné sur le campus et représente l'arrière-plan de nombreux cours proposés, ainsi que de certaines études et autres diplômes. Je n'en avais jamais entendu parler, bien que je sois assez conscient, j'ignorais totalement ce sujet. Et en gros, ils disent, regardez, Israël est considéré comme l'oppresseur, et les Palestiniens sont considérés comme les opprimés. Et vous prenez le parti des opprimés et de tous les actes des opprimés pour déloger l'oppresseur, peu importe à quel point ils sont vils ou barbares. Je me dis, d'accord, c'est une idéologie très dangereuse. Après l'audition controversée, le monde a enfin été témoin de la véritable identité de Harvard. Reconnaître que demander le génocide des Juifs ne viole pas strictement le code de conduite de Harvard montre clairement que Harvard, le Massachusetts Institute of Technology et l'Université de Pennsylvanie voient Israël comme oppresseur et la Palestine comme opprimée. Cela montre que la théorie critique, aujourd'hui appelée diversité, équité et inclusion, a finalement pris le contrôle des universités. C'est précisément ce qu'Herbert Marcuse et Derek Bell avaient imaginé il y a des années. Alors qu'un scandale médiatique éclate, le monde attend que Claudine Gay démissionne de son poste de présidente de Harvard.
Il est maintenant évident qu'elle a commis une erreur impardonnable et qu'elle mérite d'être punie. Les jours passent et Harvard reste silencieux. Ainsi, le 10 décembre, Bill écrit une autre lettre à son ancienne université. Fort de son succès, il la repartage sur X. Chers membres des conseils d'administration de Harvard, en peu de temps, Claudine Gay a plus nui à la réputation de l'université que quiconque en près de 500 ans. Le tweet devient à nouveau viral et la pression revient du côté de Harvard. Harvard n'a d'autre choix que de répondre. La droite les poursuit, ils ne pourront pas se cacher longtemps. Ainsi, 2 jours après la lettre ouverte de Bill, le conseil d'administration de la Harvard Corporation publie enfin un communiqué exprimant sa position sur les événements actuels. Évidemment, tout le monde s'attend à ce que cette lettre concerne la démission de Claudine Gay. Cependant, la réalité est tout le contraire. Le conseil déclare qu'il soutient pleinement Claudine Gay. Les 33 membres soutiennent unanimement qu'elle doit rester. Non seulement cela, mais ils condamnent explicitement toutes les attaques qu'elle a subies. En cette période tumultueuse et difficile, nous soutenons à l'unanimité la présidente Gay. À Harvard, nous défendons le dialogue ouvert, la liberté académique et restons unis dans notre conviction. Les appels à la violence envers nos étudiantes et les perturbations en classe ne seront pas tolérés. La mission de Harvard est de faire avancer la connaissance et la recherche pour aider à résoudre les grands problèmes de société et encourager un dialogue constructif. Nous sommes convaincus que la présidente Gay guidera Harvard dans cette tâche essentielle. Le monde est sous le choc, et alors que la controverse ne cesse de grandir, Bill veut aller à la racine du problème. Il se demande pourquoi tout le conseil d'administration soutient la présidente Gay. Je veux dire, le conseil d'administration ne devrait-il pas être composé à la fois de points de vue libéraux et conservateurs ? Après de nombreuses recherches, Bill découvre une grave faille systémique dans la structure du conseil d'administration de Harvard. La structure de gouvernance est un désastre. Donc la façon dont ça fonctionne aujourd'hui, c'est Harvard a 2 conseils principaux, la corporation et les Fellows de Harvard. Le conseil comprend, je crois, 12 administrateurs indépendants et le président. Il n'y a ni vote des actionnaires, ni système de procuration, seulement un conseil auto-perpétuel qui élit ses propres membres. Quand l'équilibre politique bascule, il peut rester ainsi indéfiniment, sans réel système de rééquilibrage. Si une entreprise américaine déraille, pour ainsi dire, les actionnaires peuvent se réunir et révoquer les administrateurs par un vote. Ici, il n'y a aucune possibilité de révoquer les administrateurs par un vote. Le conseil de surveillance compte environ 32 administrateurs. Il y a quelques années, si vous réunissiez 600 signatures, vous pouviez proposer des candidats au conseil, dont 5 ou 6 sont élus chaque année. Un groupe de désinvestissement pétrolier et gazier a fait exactement cela. Ils ont récolté les signatures, certains ont été élus, puis Harvard a changé les règles, exigeant 3200 signatures. En plus de cela, une enquête récente menée à Harvard révèle une vérité encore plus inquiétante. Une enquête a été menée il y a 1 an environ. À Harvard, seuls 2% des professeurs ont reconnu, même anonymement, avoir une opinion conservatrice. Notre campus est à 98% libéral, progressiste et a adopté la structure diversité, équité et inclusion. J'ai appris d'un membre du comité de sélection de Harvard que seuls les candidats répondant aux critères du bureau diversité, équité et inclusion étaient considérés pour la présidence. Et j'ai partagé cela dans l'une de mes publications et on m'a accusé d'être raciste. Après que toutes ces informations ont été rendues publiques, de nombreux militants de droite ont lancé une enquête collective sur le président. En décembre 2023, Christophe Rufo reçoit un message d'un collègue. Un trésorier apparaît de nulle part. Il existe des preuves que Claudine Gay a plagié des parties de sa thèse universitaire. Ainsi, Rufo détient enfin le pouvoir de rendre justice. Même si ce n'est pas la principale raison de la demande de démission de Claudine Gay, cela enverra un message fort au monde. Une résistance contre la gauche persiste. Little Birdie a envoyé à un journaliste et à moi un document prouvant que Claudine Gay, la grande universitaire de Harvard, avait plagié des dizaines de passages dans sa thèse. Dans ce contexte d'affrontement, vous recevez un tel document et pensez qu'il révèle le cœur du conflit. Suite à ces révélations, anciens élèves, donateurs et membres du corps enseignant se détournent de la présidente Gay. Elle est finie. Pour mettre cela en perspective, pour tous les capitalistes qui ne se soucient pas trop du monde académique et qui regardent cette chaîne. Le plagiat dans le milieu universitaire, c'est comme le délit d'initié dans le monde des affaires. Ce n'est pas une petite erreur. À la suite de cette nouvelle controverse, le 2 janvier, Harvard publie une nouvelle lettre, cette fois-ci rédigée et signée personnellement par Claudine Gay elle-même. La lettre ouverte indique ceci.
Chers membres de la communauté de Harvard, c'est avec tristesse que nous réagissons à l'annonce de la présidente Claudine Gay, qui quitte la présidence pour redevenir professeure à Harvard. Enfin, Claudine Gay démissionne de son poste de présidente de Harvard. Bill Ackman ouvre un whisky et célèbre dans son appartement valant plusieurs millions de dollars à New York. Il semble que justice ait enfin été rendue. C'est une victoire pour la démocratie. Le programme réel de Harvard est enfin révélé au monde. Cependant, la triste réalité est que le problème est loin d'être résolu. Cette histoire montre que ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. La démission de Claudine Gay révèle au monde la véritable nature de l'idéologie diversité, équité et inclusion et sa capacité à exercer du pouvoir dans la société. Il contrôle déjà les institutions sociales les plus prestigieuses des États-Unis et diffuse leur idéologie auprès des jeunes générations sans leur laisser la possibilité de remettre en question quoi que ce soit. Nos libertés sont mises à l'épreuve et nous devons rester vigilants pour distinguer la vérité du mensonge. WPZ a confirmé que Claudine Gay démissionne de son poste de présidente de l'université Harvard. VBZ a obtenu... Neri Oxman, votre femme, est visée par la gauche. Dans l'email, Gay dit qu'elle a consulté d'autres membres de l'organe dirigeant de Harvard et a décidé que c'était la meilleure chose à faire.